Et nous voilà. Si certains d'entre vous souhaitent en savoir plus sur cette recherche, eh bien, Amy et Antoine ont publié dans une revue Harvard Business l'ensemble des résultats, des actions de cette recherche, ainsi que les expérimentations menées après, comme Antoine l'a expliqué. Donc, la mesure des effets de ces interventions un an après la recherche. Maintenant, nous sommes vraiment très enthousiastes. Évidemment, l'engagement des employés, c'est absolument critique pour les entreprises, mais je pense que la durabilité, c'est également essentiel et pour nous tous. Donc, nous sommes très heureux à présent d'organiser et de lancer une autre merveilleuse table ronde avec Max Stanley à Abu Dhabi, département de l'énergie. Étienne Bressou nous rejoint également, qui travaille à BVA Family dans la recherche comportementale et PDG également, ainsi que Régis Olagne qui s'occupe de l'industrie et des services publics chez BVA. Alors, cette table ronde va être modérée par nos collègues Sylvie Boudet, qui participe activement à ce projet. Et nous allons avoir 30 minutes. Puis par la suite, nous aurons quelques questions pendant quelques minutes. Vous pouvez les poser ici dans la salle ou en ligne. Et je sais que vous avez les commentaires et les questions qui sont surveillées en ligne. Alors, nous vous passons la parole, mesdames, messieurs. Et merci de votre présence. Bonjour à tous. Nous sommes extrêmement heureux aujourd'hui d'accueillir Max Stanley, qui représente le département de l'énergie et de l'environnement. Avec nous aujourd'hui, c'est un véritable plaisir. Nous allons avoir une conversation avec Étienne, Régis et Max, et donc parler de ce projet passionnant mis sur pied par le gouvernement d'Abu Dhabi de manière à réduire la consommation énergétique et la consommation hydrique. Alors, Max, peut-être la première question, peut-être pourriez-vous nous expliquer quel est ce projet et comment est-ce que ces sciences comportementales ont fait leur chemin dans le cadre de ce projet? Oui, bien sûr. Merci beaucoup tout d'abord de m'inviter. Je suis très heureux d'être là avec vous à Paris. Alors, à Abu Dhabi, le département qui gère la consommation énergie a demandé un programme de gestion il y a 5 ans avec un objectif clé, à savoir réduire l'utilisation de l'énergie de 22% et de même pour l'eau de l'ordre de 30% dans les environs d'Abu Dhabi. Alors, il y a eu 10 différents piliers identifiés pour gérer cela. Et l'un de ces piliers, c'est vraiment les sciences comportementales. C'est extrêmement important de gérer cette question, non pas uniquement du point de vue technologique, évidemment, mais également du point de vue social. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée et séduit. Cela a montré qu'il y avait une maturité dans la réflexion. Vous savez, il faut gérer effectivement cette question de ces deux points de vue. Et ce problème dans sa totalité vraiment est un problème mondial, général. Donc, cela m'a vraiment intéressé d'y participer. Et dans ces deux domaines clés, donc, la réduction de la consommation énergétique et de l'eau. Et c'est quelque chose qui est très intéressant pour comprendre comment les choses peuvent se mettre en place chez les gens, dans leur maison, et d'utiliser les sciences comportementales pour orienter les décisions et avoir des méthodes extrêmement efficaces, concrètes. Également permettre des automatisations intelligence dans les foyers pour améliorer l'efficacité énergétique et les économies en la matière. Étienne, pouvez-vous peut-être nous parler rapidement des méthodes qui ont été utilisées, les différentes étapes, et puis par la suite, nous pourrons débattre un peu plus en détail de cela. Là, je voudrais vraiment une vision globale. Alors, moi, rapidement, je dirais que ce qui est essentiel et ce qui m'a vraiment intéressé avec ce projet, eh bien, ce sont les objectifs. Les objectifs ont été définis en matière de réduction énergétique et hydrique, 22% et 32% respectivement.
Et dans la mesure où le département énergétique a mis sur pied un certain nombre de programmes, eh bien, ce qui était intéressant du point de vue scientifique était de pouvoir identifier les programmes pertinents qui permettraient d'utiliser ces sciences comportementales et d'améliorer l'efficacité de l'ensemble de ces programmes. Dans la construction, par exemple, où on parlait de méthodes, de programmes et intelligence, où vous avez des standards que vous souhaitez élever. Ça, c'est extrêmement important de comprendre et de savoir que ces standards existent, que l'on peut les activer plutôt que d'avoir un projet séparé de sciences comportementales. Et lorsque vous avez un tel programme, c'est important, et ça fait partie de la méthodologie, eh bien, vous vous appuyez sur les bonnes parties prenantes, parce que ce sont elles qui contrôlent les choses. Et lorsque l'on parle du rétrofit, par exemple, eh bien, les entreprises, là, en la matière, sont essentielles, parce que c'est elles qui vous permettent de procéder à ce rétrofit de la bonne manière. Quand on parle des entreprises privées, c'est essentiel également. Il faut pouvoir vendre ces applications et ces produits de la bonne manière aux bonnes cibles. Donc, l'étape suivante, je dirais, c'est donc d'identifier les bonnes cibles parce qu'on ne peut pas appliquer ces sciences comportementales à tous. Et lorsque les personnes s'engagent et souhaitent réduire leur consommation, eh bien, cela peut se faire par le biais d'enquêtes pour cibler les bonnes populations, sachant que 65% des personnes peu pro sont d'accord pour changer. Je dirais que 15% des gens ne s'y intéressent pas et le reste, eh bien, est sur la bonne voie. Donc, il est essentiel de bien cibler les 65% de personnes qui sont d'accord pour agir sans pour autant être engagés encore. Merci, c'est la parfaite transition que vous m'offrez pour poser la question à Régis. L'une des particularités de ce projet, à savoir réconcilier les études et les conclusions que vous menez du point de vue de la science comportementale, donc vous travaillez sur ce projet avec ces deux éléments-là. Pouvez-vous nous expliquer ce qui ressort de ces études et quels ont été les défis à relever parce qu'il y a évidemment dans cette partie du monde des spécificités en termes de population, en termes de climat. Régis, est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci. Alors oui, effectivement, le point de départ, c'était donc d'essayer de réduire la consommation. Et il fallait donc comprendre où on en était. C'était le point de départ. Et comme vous l'avez expliqué, donc évidemment, les choses là-bas sont différentes de ce que nous connaissons. Le climat d'abord est tout à fait différent. 52 degrés pendant l'été, par exemple, 20 degrés pendant l'hiver. Alors évidemment, ça change, ça modifie les usages et le sujet lui-même. En France, on parle de chauffage et de réchauffement, mais là-bas, il s'agit de climatisation. L'eau doit être rafraîchie là-bas. Tout, par conséquent, était différent dans cette configuration et sous ces climats-là. Il y a eu le climat, mais il y a eu également d'autres éléments particuliers. La population elle-même, et vous savez, 10% d'Émiratis, c'est une population qui passe leur vie sur place, qui doivent travailler, qui ont un pouvoir d'achat important, et 90% du reste de la population, ce sont des expatriés. Mais ils sont différents, ils viennent du monde entier, ils ont leurs habitudes, leur passé, leur conscience, ils ont déjà vécu dans leur propre pays, ce sont des gens qui viennent de la péninsule arabique, mais également d'Asie ou de l'Occident. Donc, il y a des niveaux, des pouvoirs d'achat extrêmement différents. Il y a des dirigeants de grandes entreprises, mais également des personnes qui travaillent en tant qu'aide à domicile ou dans la construction, par exemple. Donc, c'est très important de comprendre comment toutes ces choses-là s'articulent et de tenir compte du fait qu'au sein d'un foyer, eh bien, il peut y avoir beaucoup d'interactions avec des gens qui prennent soin de vos enfants, par exemple. Il fallait donc comprendre comment les choses s'articulaient. Et c'est ainsi que nous avons réalisé une étude pour comprendre la situation actuelle et bien comprendre quel est notre point de départ, ce que font les gens à l'heure actuelle, le type d'équipement dont ils disposent, et leur connaissance également et leur niveau de conscience sur la nécessité de réduire notre
notre consommation et la connaissance et qu'ils peuvent tirer des ressources locales. Est-ce qu'ils souhaitent agir? Savent-ils comment agir? Donc tout cela, ça a été canalisé par le biais de questions et de réponses. Et puis nous avons pu définir un panorama très clair de la situation et créer des segmentations dans la population en fonction de leurs souhaits, de leur maturité, à embrasser le changement. Et définir donc des théories pour voir quelles sont les cibles et quels sont les usages qu'il faut modifier en priorité. Et avant de lancer cela pour pouvoir définir des solutions, ce qu'il nous fallait, c'est une étape complémentaire et puis voir comment les gens se comportent chez eux et qu'ils nous expliquent comment ils se comportent, comment ils gèrent leur consommation d'électricité et d'eau, de pouvoir tester un certain nombre d'éléments en termes de leviers comportementaux et d'identifier peut-être les barrières et les leviers que l'on peut actionner pour déclencher ce changement. Il y a eu donc un certain nombre d'usages identifiés qu'il faut modifier de manière à, par la suite, pouvoir proposer des bonnes solutions en intégrant l'aspect comportemental. Merci. Max, je reviens vers vous. Comment envisagez-vous la contribution des études dans ce type de projet? Est-ce que vous avez des exemples précis à l'esprit? La manière dont nous avons pensé que cette recherche était vraiment utile? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs exemples. Alors, j'ai un collègue qui gère le programme et qui travaille là-dessus depuis 18 mois. Et nous avons travaillé ensemble avec des scientifiques comportementaux. Ça, c'est un pilier extrêmement important de pouvoir utiliser les choses qui existent en intégrant la science comportementale à travers l'ensemble des piliers définis. Il y a un travail qui a été réalisé à partir des études et cela nous a permis d'identifier les piliers les plus pertinents et qui vont permettre de mettre en œuvre ça de la manière la plus intelligente. Il y a une question de qualité du travail qui a été réalisé et qui nous a donné un temps d'avance et qui a permis de confirmer un certain nombre de conclusions. Quelques exemples. Nous avions identifié que les masques, les mosquées généraient une utilisation très importante d'eau. Donc il fallait trouver des méthodes plus efficaces. Et nous avons identifié clairement que ce n'étaient pas des comportementaux qui généraient une utilisation trop excessive, mais c'était culturel. Donc il fallait trouver d'autres biais, d'autres solutions. Nous avons vu quelles étaient l'utilisation de l'eau, des aides à domicile, et c'est très habituel d'avoir ces aides à la maison. C'est très répandu à Abu Dhabi. À partir de cela, le gouvernement d'Abu Dhabi a un programme très large et toute personne qui pénètre dans le pays peut avoir un tel emploi et a des lignes directrices légales, des formations sur les droits et une forme d'assistance si telle ou telle personne a besoin d'aide. Donc on a vu qu'il y avait un lieu centralisé qui permettait de cibler ces populations et ainsi de traiter ces comportements à la maison en termes de consommation énergétique et d'eau, et donc de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'actions et d'espérer avoir les bons instruments pour être plus efficace dans cette gestion, dans cette consommation. Donc ça fait partie du programme disponible dans l'ensemble du pays et c'est très important pour nous, très fort impact. Évidemment, il y a une partie qualitative à cela. Et ça vous met en lumière ce qu'il vous manque, effectivement. Parfois, on rate le point important. On a identifié également que le niveau d'anglais dans ce type de population était très bas. Donc, il était très important pour nous de pouvoir traduire tous ces matériels dans les langues matérielles des personnes qui arrivaient. Il y a donc une traduction dans 5 ou 6 différentes langues et on a fait ce travail qualitatif, didactique et nous avons pu augmenter le niveau d'apprentissage au sein de ces populations et on a vu que malheureusement la traduction ne suffisait
pas. Et il fallait pouvoir trouver une manière de transmettre cette information beaucoup plus forte. Et nous avons donc pensé à la numérisation en la matière. Ça a donc été vraiment très important. Et c'est vraiment l'ensemble de ces points-là que parfois vous manquez. Et puis, il fallait connaître l'histoire de ces gens aussi. Donc, ce sont des idées que nous avons eues pour pouvoir pénétrer dans les foyers, discuter avec ces personnes, comprendre comment elles vivent. Et c'est vraiment là que viennent tous ces insights et toutes ces contributions à nos travaux. Merci beaucoup. C'était très concret. Alors, Étienne, de votre point de vue, pouvez-vous nous expliquer comment vous utilisez les différents matériels qui sont produits par Régis et comment vous pouvez les intégrer et comment cela vous a servi dans votre approche, dans le cadre de ce projet, bien sûr. Alors, je voudrais dire que vraiment, il y a eu beaucoup de matériel de Régie et ça m'a beaucoup aidé. Alors que les recherches qui sont menées sur le marché sont très utiles. D'abord pour pouvoir choisir la bataille dans laquelle vous allez vous engager et puis pour pouvoir gérer et relever les défis. Prenons un exemple. Pour choisir la bataille à mener, eh bien, vous utilisez des données au niveau macro, par exemple. Et si vous voulez vous concentrer sur le côté résidentiel, eh bien, vous pouvez réaliser ces enquêtes macro. Et ça nous permet au département énergétique de voir comment réaliser 30 à 35% de l'énergie consommée au sein des foyers. Ça, c'est le niveau macro. Et c'est le premier niveau des investigations. Et puis, il y a un deuxième niveau, c'est le niveau micro. On peut faire des économies dans son foyer, mais comment le faire et quels sont les usages énergétiques de tout un chacun. Donc, dans ce pays, à Abu Dhabi, je dirais que ce qui est essentiel, c'est le niveau macro. Et on voit qu'au niveau micro, eh bien, peu de gens sont équipés. On peut évidemment programmer l'air conditionné, ça c'est un élément important. Et puis, les gens qui bénéficient de ces équipements règlent leur température en deçà de 20 degrés. Donc ça consomme énormément d'énergie, alors qu'on pourrait peut-être régler cela à 24. Ça pourrait être un objectif, évidemment. Mais il faut y aller progressivement. Et comme Antoine l'a dit, il faut prendre des changements modestes les uns après les autres pour définir des objectifs plus ambitieux. Donc, ces enquêtes, ces études nous aident à pouvoir choisir les choses sur lesquelles nous voulons agir. L'air conditionné, par exemple. Et puis, ça nous aide également à pouvoir choisir les moyens d'action, de mener cette bataille. Si on s'intéresse au secteur résidentiel, eh bien, il y a quelques exemples. Vous utilisez l'eau, par exemple, pour laver votre voiture. Et à Abu Dhabi, eh bien, les gens lavent très régulièrement. Les gens, bien plus que moi en tout cas. Est-ce qu'il y avait un élément intéressant, travailler sur la fréquence. Et grâce à ces recherches qualitatives, eh bien, nous comprenons que ça, c'est compliqué. C'est compliqué de réduire la fréquence parce que, pour des raisons culturelles ou autres, du fait de l'environnement, du désert, par exemple, eh bien, les gens doivent laver leur voiture. Donc, plutôt que de travailler sur cette notion de fréquence, c'était notre idée première, considérons plutôt la manière dont les gens lavent leur voiture pour qu'il y ait des méthodes plus efficaces. Est-ce que j'utilise un lavage à sec, par exemple, plutôt qu'utiliser des jets d'eau? Essayons donc de travailler sur la méthodologie employée pour laver sa voiture. Autre exemple, la manière dont vous arrosez vos plantes, votre jardin, par exemple. Il nous a fallu expliquer quand faire cela. Et ce que nous avons pu obtenir, c'est que les gens le savaient déjà. Et en fait, les comportements étaient plutôt bons en la matière. Donc, c'était plutôt une question d'intensité d'arrosage, d'eau utilisée, plutôt que le moment où ils faisaient cela. Et avec des systèmes d'irrigation automatique, cela existe, mais peu de gens en sont équipés. C'est un levier d'action. Donc, comme vous le voyez, il y avait un certain nombre de synergies en termes d'enquête qualitative,
qui nous explique quels sont les domaines dans lesquels agir, donc quel côté quantitatif et le qualitatif pour pouvoir se concentrer et apporter des mesures correctives. Alors, pour poursuivre sur ce qui vient d'être dit, eh bien, c'est un environnement effectivement très différent de l'Europe. Et même le contexte social est très divers. En Europe, il y a une crise énergétique et climatique que l'on connaît, que l'on vit. Et cela coûte cher en termes d'énergie, alors qu'à Abu Dhabi, eh bien, il y a une forte sécurité énergétique et disponibilité des ressources énergétiques. Donc, on s'est dit que notre approche traditionnelle n'allait pas marcher parce que ça s'appuyait sur l'économie. Il fallait appuyer sur le côté social et souligner la valeur sociale de cette action et de ces décisions à prendre. Merci beaucoup pour ces exemples extrêmement tangibles. Je pense qu'il y a eu un autre élément de ce projet, un élément clé d'ailleurs, un programme Be Wiser pour former les experts. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Comment est-ce que cela vous a servi? Alors oui, c'est une première étape. On va parler effectivement de cela dans une autre table ronde, vraiment éduquer les gens. Ça passe par la formation. Pour pouvoir approfondir ce côté science comportementale et faire en sorte que les parties prenantes savent ce en quoi cela consiste et comment les utiliser. Et ça fait partie de ce que j'ai décrit déjà. Avoir les bonnes parties prenantes, ça c'est important, les bonnes cibles, mais l'idée c'est également de les former, ces parties prenantes, et de travailler de concert pour qu'elles-mêmes viennent à vous. Et c'est ainsi qu'en formant les gens, les sensibilisant aux sciences comportementales, en expliquant ce dont il s'agit, et pas uniquement montrer en disant « ouais, bah, c'est super », mais sans s'assurer que les gens comprennent tout. Si vous vous engagez plus profondément dans le programme, eh bien, les gens comprennent que oui, c'est formidable, mais ce n'est pas anecdotique. C'est vraiment une science, c'est vraiment scientifique, et il est nécessaire d'avoir une expertise en la matière. Donc, ce programme-là, c'est une manière d'intégrer les parties prenantes, et ça, c'est vraiment important parce que les sciences comportementales, c'est formidable. Et c'est assez facile, je dirais, d'attirer les gens, de les sensibiliser aux sciences comportementales. Mais il faut pouvoir attirer, effectivement, et puis les inciter à mettre en œuvre. Et c'est ça le programme qui nous intéresse. Et puis, avec ce programme, et après ce programme, eh bien, je dirais que les gens reviennent vers nous en nous disant « mais c'est formidable, on a vu les choses, on va essayer de mettre cela en œuvre. » Et ça, évidemment, c'est l'un de nos objectifs. Autre chose intéressante, c'est qu'il est plus simple de travailler avec les gens lorsqu'elles sont conscientes de ce que l'on cherche à faire et de comment les choses fonctionnent. Elles peuvent en parler autour d'elles et acquérir cette connaissance en termes de sciences comportementales. Ça, c'est essentiel à ce type de projet. Et dernier élément, lorsque nous réalisons ce programme donc, qui s'étend sur une dizaine de semaines pour l'ensemble des parties prenantes, eh bien, les gens commencent à travailler elles-mêmes et à générer des idées et à comprendre comment ces sciences comportementales peuvent être mises en œuvre à travers un certain nombre de groupes qui travailleraient par exemple sur un tourisme vert et travailler ainsi avec des hôtels avec un label vert potentiellement. Donc, avoir une équipe verte dédiée à ces questions environnementales au sein de chaque établissement. Il y a donc différentes composantes qui sont extrêmement utiles et qui passent par la formation des parties prenantes à ces sciences comportementales. Oui, in fine, nous sommes un régulateur et évidemment, les parties prenantes contribuent beaucoup. Et c'est vital pour nous, et ce dès le départ, de pouvoir leur transmettre les outils, la connaissance pour agir de manière pertinente. Et c'est vraiment la seule manière de pouvoir agir à une échelle importante. Donc, c'est extrêmement valable d'avoir cette formation-là. Et qu'avez-vous pensé de cela? Parce que vous aussi, vous avez fait partie de ce programme. Alors, Max, évidemment, il savait beaucoup de choses, hein, Max. Il connaissait très bien le programme. C'est lui qui a réalisé un petit peu les connexions. Bon, c'était une expérience formidable. Hein. Et
je dirais que quelques heures par semaine pour pouvoir travailler sur une idée de manière non interrompue, c'est une chance. On n'a pas toujours la possibilité de le faire. Donc, c'est extrêmement valable dans le cas de ces programmes. Alors, peut-être vouliez-vous dire quelques mots sur les kits dédiés aux enfants à titre de conclusion, parce que, bon, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble et quelles sont vos principales conclusions de cette expérience et comment envisagez-vous peut-être de reproduire ce type de programme à l'avenir, peut-être d'autres projets dont vous souhaiteriez nous parler? Alors effectivement, il y a 2-3 éléments dont je peux vous parler. On a parlé des travailleurs à domicile, on a parlé également, il y a également une autre partie dédiée aux applications efficaces, smart, avec ce qu'on vous a expliqué. Dans le cadre de cette table ronde, évidemment, personne ne veut réaliser de perte énergétique, mais personne ne veut l'introduction de gouvernement au sein de son foyer. Mais ça existe déjà, donc il a fallu travailler avec IKEA, notamment, pour travailler des outils durables, avec, vous savez, la présentation du magasin IKEA traditionnel pour pouvoir avoir des kits qui encouragent aux bonnes pratiques en matière de durabilité. Et nous avons travaillé également avec des chaînes de supermarchés à grande échelle pour avoir un coin vert et mettre en faveur et isoler les applications, les produits verts par opposition aux produits qui sont moins efficaces. Donc, un espace dédié. Par ce biais-là, eh bien, on peut mettre en lumière la valeur sociale et encourager les gens à se diriger vers ce type de produit. Et on a ainsi cette conscience d'être vert, d'être durable, et puis de changer ce point de référence aussi en termes de coût. Tout à coup, vous comprenez que finalement vos applications très fancy, très chères, ne sont pas forcément obligatoires. Vous pouvez avoir des applications de 2-3 étoiles qui sont plus vertes et plus accessibles. C'est une manière d'influencer le changement et cette prise de décision. Et ça a fonctionné, on l'a mis en place, ça a fonctionné. On va essayer de passer cela à une échelle plus importante dans un certain nombre de magasins et voir comment on va pouvoir continuer à obtenir ces bons résultats. Il y avait les kits pour enfants aussi, qui étaient très sympas, qui mettent en lumière l'importance d'un travail qualitatif. On voulait pouvoir créer un kit d'efficacité énergétique pour les enfants, pour qu'eux aussi puissent agir. On a donc dans le cadre de ce processus, l'idée de base était, est-ce qu'on peut créer une sorte de livret ou une BD qui pourrait montrer les actions qu'on souhaite entreprendre d'une façon qui soit plus expérientielle pour les enfants. Et puis, donc on a fait ça et on pensait avoir vraiment trouvé un produit génial, on l'a montré aux enfants et puis ils l'ont balancé à la poubelle. Parce qu'on a utilisé des prototypes. C'était des prototypes et pas des produits finaux, donc c'était pas particulièrement de belle qualité. Ils ont dit « Ah non, ça c'est pas durable, c'est made in China, c'est tout nul ». Donc, il y avait aussi dans la BD certaines parties où ils trouvaient les personnages trop fades, il n'y avait pas de contexte. Donc, l'utilisation de focus group a été extrêmement importante. On aurait dû, parce qu'on a raté plein de choses. Et je dirais que les 2 principaux enseignements de ce projet, c'est d'abord la valeur du travail qualitatif et puis le temps dans les sciences comportementales, le temps qu'il faut pour passer de la recherche à la valeur. Il existe beaucoup de choses. Ce sont des travaux qui ont déjà été réalisés. Il y a des connaissances vers lesquelles on peut se tourner.
Quand on est une entreprise, une organisation, ça va beaucoup plus vite de regarder des résultats existants pour pouvoir démontrer une valeur et expliquer qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Oui, je pourrais réagir sur un point. Je suis très content que vous ayez évoqué la coopération publique-privée. Je dirais que les entreprises privées et des organismes publics peuvent travailler main dans la main vers un même objectif. Et ça, c'est pas très clair pour ni le public ni le privé d'ailleurs. Je pense que c'est un excellent levier et cette expérimentation l'a bien démontré. Je dirais que pour moi, un des grands enseignements de cette expérience commune, c'est de rentrer dans des programmes existants. Ça, c'est une vraie stratégie. Il faut avoir évidemment la liberté de participer au projet. Parce que si vous faites le projet entièrement séparément, c'est très compliqué de faire participer l'ensemble des parties prenantes, d'avoir une influence sur le contexte général. Et puis, ce qu'on fait au sein du programme, ce qu'on a fait au sein du programme est un formidable enseignement, que d'ailleurs je mets en œuvre dans d'autres contextes, mais ça c'est une autre histoire. Je dirais que sur l'expérimentation sur le Green Corner, qui est un aspect très intéressant des sciences comportementales, c'est que si on souhaite changer quelque chose dans les comportements, il faut aller là où les gens sont. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils viennent vers vous. Et il faut aller vers les gens plutôt que de les forcer à changer de comportement et de les faire venir vers vous. Conseil très intéressant, très utile. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Sinon, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses dans la salle. Alors, on a Leila dans le chat. Alors, quels sont les leviers comportementaux qui ont été utilisés pour cibler les comportements? Eh ben, pour moi, c'est l'expérimentation Green Corner, qui est formidable. Et c'est une question de cadrage. Quand on est dans un magasin classique sans Green Corner, on a un choix d'électroménager, disons, qui passe de 1 étoile à 5 étoiles. 5 étoiles étant l'appareil électroménager à la meilleure efficacité énergétique. Et donc le choix va de 1 à 5 étoiles. Et les produits à 1 étoile sont évidemment les moins chers. Donc on peut choisir très vite des appareils peu chers, mais pas très efficaces. Si on crée un Green Corner dans lequel on a le choix entre un 4 étoiles ou un 5 étoiles qui sont de prix équivalents, on n'a pas en tête le fait de considérer les appareils à 1, 2 ou 3 étoiles. Donc cette espèce de cadrage a été utilisé. Autre levier sur lequel on a essayé de travailler, c'est le par défaut. Comment est-ce que par défaut on peut mettre la clim non pas à 20 mais à 21 degrés? Peut-être que c'est l'entreprise, la société d'entretien qui peut le faire. Peut-être que dans les bureaux des services publics, on peut avoir quelqu'un qui met la clim par défaut à 22 degrés tous les matins pour que personne n'ait besoin d'y penser. Donc il y a de très nombreux leviers concernant les différentes expériences qu'on peut réaliser. Oui, pour chacun des programmes, on a cherché à identifier un certain nombre de ces leviers sous-jacents et puis après voir comment les cadrer. Vous avez parlé de l'importance de la culture et de toutes ces nuances culturelles. Ma question, c'est dans votre équipe, dans l'équipe de conception, est-ce que vous aviez des membres
issus de cette culture locale ou des différentes cultures locales? Et si oui, est-ce que ça a joué un rôle important? Et le fait que vous soyez des étrangers dans cette situation, qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça empêche? Excellente question. Oui, on a eu un certain nombre de locaux dans l'équipe. Ils ont été extrêmement importants pour nous parler du contexte culturel. Mais les choses se compliquent terriblement parce que, comme je le disais, il n'y a que 88% de la population qui est native. Il y a plus de 200 nationalités différentes dans le pays. Donc, certes, il y a une culture sous-jacente dont il faut avoir conscience, mais il y a un nombre infini de dimensions culturelles différentes, ce qui complique grandement les choses. Oui, mais pour compléter, nous sommes allés sur place. Nous avons réalisé des entretiens in situ. On est allé dans des foyers de familles arabes, de familles d'autres origines, et ça a été très important de pouvoir partager avec eux, partager avec les Émiratis, par exemple la fréquence de remplissage des piscines ou la durée de la douche. Ça a été ce qu'on a constaté était vraiment extrêmement surprenant. Et on a vraiment cherché à comprendre. Et on a laissé les personnes s'exprimer dans ces entretiens. Et ça a été extrêmement important pour nous. C'est une question aussi de parties prenantes. Les parties prenantes du projet sont principalement des locaux, et donc on doit compter sur eux. Et on travaille de façon complémentaire. On leur donne des insights comportementaux, et ils nous répondent sur ce qui est faisable ou pas faisable d'un point de vue culturel. Donc c'est extrêmement important. Et c'est entièrement intégré. Peut-être quelques autres questions? Je ne sais pas. On est en train de me donner des instructions à l'écran. Donc voilà, merci beaucoup. Thank you, Sophie.